Jujutsu Kaisen est un manga plutôt dense en termes d'informations, qui n'a pas eu besoin de relire plusieurs fois certaines explications de pouvoir ou dû regarder la magnifique vidéo d'Anma Selim pour comprendre la traque mortelle et ses enjeux. Oui, je fais ma pub. Eh bien c'est aussi le cas quand on s'attarde aux plus ou moins nombreux personnages que l'on aura croisés. Certains seront peut-être partis trop tôt et d'autres seront encore là, mais on a un peu l'impression que l'auteur les a oubliés. Surtout avec le récent arc de la bataille de Shinjuku où beaucoup de zones d'ombre demeurent sur l'avenir de certains. Donc il est normal que vienne germer en nous l'idée que certains d'entre eux n'auraient pas dû finir comme ça, que les laisser en retrait nous fait passer à côté de quelque chose. Mais parmi tout ce beau monde, parce que oh que oui il y en a, lequel d'entre eux est le potentiel le plus gâché de Jujutsu Kaisen? Avant de commencer cette vidéo, je pense qu'il y a deux points très importants à mentionner. Le premier, c'est qu'il va tout simplement avoir des spoils. Donc les animés only, on se retrouve pour une autre fois. La seconde, c'est de se mettre d'accord sur ce qu'est réellement un potentiel gâché. Un personnage dont le manque d'exploitation pourrait nous faire passer à côté de quelque chose. L'intérêt ici ne sera pas de se convaincre que notre personnage favori avait besoin de plus de temps d'écran. Donc même s'il est mort selon vous beaucoup trop tôt, ce n'est pas un argument intéressant. Vu que dans Jujutsu Kaisen, souvent l'absence de certains personnages est au contraire un excellent vecteur d'histoire. Et non, ce passage n'est pas seulement adressé aux fans de Gojo, même si Satoru représente très bien le fait que se débarrasser d'un individu permet aussi de mieux développer les autres. Il y aura toujours dans chaque histoire des personnages qui seront inexploités, mais c'est parfois pour mieux se concentrer sur ce que l'auteur aura de meilleur à offrir. C'est donc juste une histoire d'équilibre. Parfois trop développée peut nuire au rythme de l'histoire ou juste nous faire écarter du propos de l'œuvre. Donc parmi les nombreux personnages que vous m'aviez proposés, il y en aura avec lesquels on ne sera probablement pas d'accord sur le fait qu'il soit gâché ou non. Sauf pour une proposition que j'ai reçue. C'est vrai que ça manque de panda. Du coup, commençons par ceux qui sont selon moi bien mieux traités que l'on ne saurait nous faire croire. Avec un personnage dont on n'est même pas sûr de son sort actuel. Nobara Kugisaki. Bon, première chose à préciser, elle est morte. Arrêtons d'espérer. Voilà, je crève l'abcès maintenant, il est grand temps de faire notre deuil. Nobara aura été introduite comme le troisième élève de la classe vouée à former le classique trio que tout le monde aura comparé à Naruto. En bref, je pense que vous connaissez la chanson, beaucoup s'attendaient à la voir survivre jusqu'à la fin du manga par ce biais de comparaison. Sauf que l'auteur aura eu d'autres projets pour elle. Personnellement, je ne peux pas considérer un personnage comme gâché ou inachevé seulement parce qu'il n'aura pas vécu longtemps. On peut prendre l'exemple de Junpei, qui lui n'aura duré que 3 épisodes alors que même l'opening aura fait miroiter la possibilité que ce dernier aurait pu devenir un membre récurrent de l'école d'exorcisme. Sauf que soyons sérieux, le personnage est 100 fois plus intéressant mort que vivant. Au vu de comment toute l'histoire aura évolué, à quoi il aurait pu servir dans tout ça? Eh bien Nobara c'est un peu la même chose. Oui, de par son sort, elle aurait pu être utile dans le sauvetage de Megumi, mais ça fait désormais un peu doublon avec les nouvelles capacités d'Itadori. Et surtout qu'étant désignée comme une femme affirmant haut et fort ses idéaux, cela aura inclus aussi sa vision de la mort. Après avoir tué les frères Eso et Keshizu aux côtés d'Itadori, elle partagera son point de vue sur tout cela. Elle sait pertinemment que cela fait partie de la vie qu'elle a choisi de mener. Elle ne pourra pas sauver tout le monde et sera parfois contrainte à faire des choses inacceptables pour une personne faisant preuve de plus d'empathie comme Yuji. Tout cela n'est que le fruit de ses choix. Bon ou mauvais, elle sera prête à les assumer. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle prononcera à sa mort ces mots. Elle n'a aucun regret. Bien sûr, elle aurait pu faire plus, mais c'est ainsi que nous est dépeint l'univers de Jujutsu Kaisen. Une mort digne ne se choisit pas, elle s'accepte. Le traitement de Nobara est donc bien plus intéressant en l'état que ce qu'on aurait pu avoir avec un potentiel retour. J'espère que beaucoup arriveront à l'accepter et c'est une sentence qui s'appliquera aussi pour le personnage suivant. Iguruma est probablement mon personnage favori de la track. Son potentiel ne résidera pas uniquement dans le fait qu'il aurait pu être du même Akabi que Satoru Gojo en termes de talent pur. C'est surtout dans la palette de sujets qu'il offrira à l'histoire. Car Hiromi est quelqu'un en quête de paix intérieure, de rédemption. C'est une version plus poussée de ce que incarnait Kento Nanami. Il souhaitera tout au long pouvoir être de nouveau en phase avec sa vision de la justice. Car après toutes les vies qu'il aura prises durant la traque, il ne lui restera qu'une seule voie, faire pénitence. Pas en se rendant aux autorités qu'il juge corrompues, mais en exerçant une dernière fois sa vision de la justice. En aidant la personne qui sera injustement jugée coupable des crimes qu'il n'aura pas commis. C'est d'ailleurs pour cela que son combat ne pouvait que se terminer aux côtés d'Itadori. L'absence d'éléments cruciaux comme Yuta sur le terrain était des prédispositions nécessaires pour permettre une conclusion à la hauteur de ce personnage qui aura même su fasciner le roi des fléaux.
Et oui, pour ceux qui se demandent pourquoi Inumaki n'est pas intervenu plus tôt pour permettre à Iguruma de toucher Sukuna avec l'épée du bourreau, eh bien c'est probablement parce que ce dernier n'aurait simplement pas pu. Au vu de la monstrueuse quantité d'énergie occulte que le roi des fléaux abritait à ce moment, Toge n'aurait probablement même pas pu terminer sa phrase. Ce qui est d'ailleurs appuyé par la fameuse tâche qu'il avait à faire avec Yuta. Il devait sûrement à ce moment-là essayer de s'entraîner à immobiliser quelqu'un qui possède pile la moitié de l'énergie occulte de Ryomen Sukuna. D'ailleurs, parlons-en. Inumaki, c'est probablement l'un des noms qui ressort le plus souvent quand on parle de personnages oubliés de Gege Akutami. En vrai, les raisons de son oubli sont très simples. C'est parce que le personnage n'a pas été créé de base pour une série longue. Sa conception date du fameux tome 0, l'histoire en 4 chapitres qui s'appelait à l'époque l'école d'exorcisme de Tokyo. Akutami aura juste fait le choix de réutiliser cet univers pour sa première sérialisation hebdomadaire, mais ce ne sera pas sans quelques changements, que ce soit en termes d'esthétique comme de lore. Le but était de ne pas gêner le bon déroulement de l'histoire des nouveaux protagonistes. Donc certains personnages auront été très bien réutilisés, comme Gojo, Yuta et Maki. D'autres sont un peu plus discutables comme Geto Suguru, mais ça ne vous inquiétez pas, il aura sa vidéo dédiée. Et donc viendra enfin ceux qui auront été vite délaissés comme Panda et Inumaki. D'ailleurs la guerre d'usure contre le roi des fléaux aura été une bonne occasion pour l'auteur de ressortir beaucoup de personnages secondaires du tome 0, et cela malgré le fait qu'ils ne soient pas au niveau. Grâce à ça, ils auront pu avoir une empreinte supplémentaire dans l'univers auquel ils auront contribué à la création. Donc malgré tout, Akutami avec cet arc final aura apporté un peu d'équité dans la mise en avant de certains de ses personnages. Et puis entre nous, on sait très bien qu'apparaître dans Jujutsu Kaisen bien plus tard n'est pas un synonyme de longue exposition pour les chapitres qui suivent, car ce sera le cas d'un des personnages introduits tardivement dans l'histoire. J'ai nommé Hajime Kashimo, ou devrais-je dire Kashifrod, parce que oui, nous le présenter comme le Satoru Gojo de son temps, la plus grande menace de la traque et donner directement l'un des meilleurs combats de la licence, normalement ce n'est pas pour rien. C'était le seul personnage assez confiant pour vouloir défier directement le roi des fléaux quoi qu'il arrive. Son entrée dans le terrible chapitre 236 aura créé beaucoup d'attentes. Mais en vrai, je sais pas à quoi on s'attendait. Il fallait s'y attendre, Kashimo aura fini en Kashigofre. Pas assez de bagarre. C'est en vrai le seul reproche qui fera que beaucoup de personnes considèrent Hajime Kashimo comme un potentiel gâché, alors que chacune de ses apparitions n'auront été que pour ça. Donc vouloir le voir 2 chapitres de plus se battre contre Sukuna en sachant pertinemment l'issue aurait été pour moi superflu. La bataille de Shinjuku est déjà bien assez fournie, surtout que ce dernier aura eu une très bonne conclusion, qui servira de miroir à la toute récente de Satoru, où au lieu d'être entouré de ses amis, ce dernier nous montrera la tristesse de son existence qui n'aura été faite que de batailles contre la solitude, et aussi permettant au passage à son adversaire de donner son point de vue bien différent sur tout cela. Mais ça, on en a déjà parlé par le passé. Donc malheureusement considérer Kashimo comme du gâchis parce qu'on l'a pas vu assez se battre ou utiliser une extension du territoire, c'est un peu oublier l'histoire du manga. Le personnage aura été conçu à l'image de son sort inné. Il aura brillé un temps mais ce ne sera qu'à usage unique. Son véritable combat aura été perdu bien avant. Je pense que là on a pu traiter tous les cas assez intéressants où on pouvait trouver une sorte de justification, une logique à leur traitement. Mais là on va s'attaquer à la partie où c'est assez dur de se prononcer, vu que cela concerne des personnages dont le statut reste incertain. Le manga n'est pas encore fini, donc actuellement tout peut changer, en bien ou en mal. Le premier qui nous viendra en tête, ce sera Megumi, le deutéragoniste qui aura vu son destin scellé par l'auteur dès le chapitre 1. Vu que les manigances de Sukuna pour voler son corps, il faut se dire que c'est quelque chose qui aura été prévu depuis le chapitre 10. Mais on ne peut pas s'empêcher de se demander si ce n'est que la seule chose que peut apporter le personnage à l'histoire. Il reste quand même le fils du fantôme des Zénines et aussi en quelque sorte celui de l'exorciste le plus fort. Sa place et son ascendance auront fait de lui la clé de voûte de beaucoup d'intrigues, ce qui d'ailleurs ironiquement le renvoie bien plus au rôle de rouage qu'Itadori Yuji lui-même. Tout ce qu'il aura vécu, il ne l'aura jamais vraiment demandé. La seule chose pour laquelle il aura fait ses propres choix et choisi de se surpasser en conséquence, ce sera dans le but de préserver sa sœur Tsumiki. Mais aujourd'hui, on sait que malgré tout, il aura échoué. Le personnage est un cas assez complexe. C'est celui qu'on surnomme Potential Man avec toutes les suppositions que l'on fait sur les possibilités de son évolution. Mais la seule fois où il aura vraiment essayé, ça se sera soldé par un échec. Donc dans un sens, c'est tout à fait normal de le voir dans cet état. Avoir un rien à foutre de ta dépression de la part d'Itadori pour le sauver n'est pas non plus une solution intéressante pour conclure son développement. Donc là, on est à un point où je me demande quelle idée tordue l'auteur nous réserve. Et en parlant de personnes aux idées étranges, il faut obligatoirement revenir sur la
la disparition de Kenjaku. Sa mort supposée aura surpris pas mal de monde, vu que voir un plan pour prendre en traître l'un des antagonistes principaux être mené à bien, ça laisse une drôle d'impression, vu qu'en général c'est juste un moyen de montrer que l'adversaire n'est pas aussi simple à contrecarrer, donnant lieu à de potentiels rebondissements. Sauf que là, non, ça semblait être trop beau pour être vrai. Kenjaku aura été neutralisé comme prévu et se laissera partir le sourire aux lèvres, déclarant qu'il n'avait aucun regret. Pourtant, on s'était plutôt mis d'accord que Kenny était un peu le mastermind derrière tout ça. À la manière d'Aizen, il aura même été jusqu'à être à l'origine de la naissance du héros, bien que la manière de faire diffère un peu. Donc l'avoir arrêté avant même qu'il ait pu finaliser et voir de ses yeux le grand final de son plan, tout en confrontant le protagoniste, qui est, je le rappelle, son propre fils, eh bien cela donne une drôle d'impression. Mais ça, c'est tout à fait normal. Notre ressenti sur son sort aura été influencé sur notre vision habituelle des antagonistes de ce type. En quelque sorte, nous sommes encore sous l'emprise de Kyoka Suigetsu, car la réalité est bien différente. Kenjaku n'est pas comme Aizen, il n'a pas réellement de grands objectifs, la seule chose qui l'anime c'est son immense curiosité. Lui-même le dit, s'il aura entrepris tout cela, ce n'est que dans le simple but de se divertir. Un peu comme le roi des fléaux qui se dit voué à une vie où il cherchera à s'occuper jusqu'à sa propre mort. Kenny, lui, remplira la sienne par de nombreuses et sordides expérimentations, donc désormais il aura atteint son but. Il sera mort en ayant été au maximum diverti, bien qu'il ne verra pas de ses yeux son dernier projet en date. En quelque sorte, il a gagné. Et c'est une vision qui peut s'entendre sur pourquoi Akutami aura conclu l'existence de son méchant ainsi. Mais tout comme Megumi, le fait que le manga n'aura pas été encore achevé nous laisse encore l'idée que tout cela ne pouvait pas se stopper ainsi. Personnellement, je ne demanderai pas un retour de Kenjaku, mais plutôt une trace de son influence dans le futur. Un peu à la manière de Toji qui aura bouleversé toute l'histoire du manga malgré le fait que ce dernier soit mort bien avant le premier épisode. Et justement, ce rapport au passé qui influence le futur qu'entretient Jujutsu Kaisen me fera penser qu'en savoir plus sur certains joueurs incarnés aurait pu être un choix de développement plutôt intéressant. Que ce soit la place de Yorozu ou bien Uro lors de l'ère Heian, leur rapport au roi des fléaux qui aura charmé la première et traumatisé la seconde, mais aussi les liens qu'elles ont eu avec la tête du clan Fujiwara, qui aura été en rivalité avec les Sugawara, un ancêtre commun de Yuta et Satoru. Démêler tout l'enchevêtrement des histoires de ces personnages secondaires aurait pu avoir sa place, sauf que selon moi il y a deux raisons qui me font penser que cela est mieux ainsi. La première, c'est juste une question pratique, afin de ne pas alourdir l'histoire et garder un rythme acceptable, sans compter que rien n'empêche encore à l'auteur d'en parler plus tard, vu que le point central de ces histoires qui est Sukuna est bel et bien encore debout sur le champ de bataille, donc actuellement rien n'est fixé. Mais la seconde raison qui me fait oublier le choix de développer ces personnages, c'est qu'il en existe un autre bien plus intéressant à exploiter. C'est celui qui aura servi de fil rouge pendant une bonne partie de l'arc de la traque mortelle. Je parle bien évidemment de l'ange. Son hôte actuel, Kurusohana, bien que désormais hors combat, noue un lien important avec Megumi, donc son histoire ne semble pas encore totalement terminée, selon ce que notre suicidaire préféré nous réserve pour la suite. Et donc son intérêt ne sera que renforcé par l'individu avec laquelle elle vit depuis peu. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il aura affronté aux côtés des Fujiwara et leur bataillon des astres, le roi des fléaux dans une bataille qui aura, disons, laissé des traces. Et on apprendra lors du chapitre 238 que ce dernier aura combattu au sein du clan Abe. Même si on va pas partir dans une théorie, ce nom fait étrangement référence au légendaire exorciste Abe no Seimei, qui dans la vraie vie véritable a vraiment vécu à l'ère Heian, ce qui peut nous laisser faire le rapprochement avec le credo de l'ange à purifier le monde de ce qui s'oppose aux lois divines. Mais il faut pas oublier que le surnom qu'il donne à Sukuna, c'est l'ange déchu. Donc est-ce que ce dernier aurait-il fait partie de ce clan avant de devenir la catastrophe naturelle qu'il est? Est-ce que c'est derrière ça que se cache la raison pourquoi son corps aura été momifié tel un moine? Bref, beaucoup de matière avec ce personnage selon moi. Mais il en reste un qui aurait été encore un meilleur choix, le réel potentiel gâché de Jujutsu Kaisen. J'ai déjà fait ma vidéo dédiée sur ce personnage pour partager ne serait-ce qu'un pourcentage de mes regrets sur ce dernier. Je parle de la plus ancienne des classesses de notre temps, Yuki Tsukumo. Non, je vais pas faire de blague avec de la funk. Yuki Tsukumo est une zone d'ombre de l'histoire actuelle de l'exorcisme. Elle aura été présentée comme ayant joué un rôle dans chaque camp, mais pourtant n'en révélera que très peu. Pourquoi avoir formé le meilleur exorciste de Kyoto pour après ne plus jamais le recontacter? Une simple mention de leur relation dans le présent m'aurait suffi, vu que c'est quand même elle qui aura forgé les goûts de Todo en matière de femmes. De même pour sa relation avec Geto après sa défection. Surtout qu'elle connaît très bien certains de ses compagnons, les ayant même sollicités pour l'aider lors de son
son intervention à Shibuya, qui montrera d'ailleurs quelle est la clé pour développer la question qui aura uni Geto, Kenjaku et cette dernière. L'humanité doit-elle embrasser l'exorcisme ou s'en débarrasser? Mais depuis la mort de ces 3 militants un peu extrémistes, plus rien ne sera évoqué. Et c'est un peu dommage. Étant quand même un sujet inhérent à beaucoup d'événements du manga, on peut encore se demander quelle réponse sera apportée, si jamais il y en a une, vu que j'espère que cela ne finira pas en oubli de l'auteur. Bref, je pense qu'il y en a encore beaucoup à dire, non seulement sur Yuki Tsukumo, vu que je n'ai même pas pris la peine de revenir sur toute la relation qu'elle aura entretenue avec Tengen, qui elle d'ailleurs n'aura pas encore mis un point final à sa longue existence, se trouvant actuellement bien au chaud dans l'estomac du roi des fléaux. Mais pas que ces dernières, en se fiant uniquement à vos avis, il y en a encore beaucoup qui pourraient potentiellement s'ajouter à la liste, surtout si on arrive sur le terrain des personnages qui auront été gâchés par plus une mauvaise exploitation qu'un manque de temps d'écran. C'est donc ce qui m'amènera à la conclusion suivante. Trouver le plus grand potentiel gâché de Jujutsu Kaisen n'est pas une mince affaire, c'est même un sujet sans vraiment de réelle réponse. La preuve, on a tous eu notre petit avis là-dessus. Donc la meilleure chose à faire ne serait-elle pas plutôt de se fier à la loi d'un certain shonen, ou d'un acteur belge? C'est comme vous voulez. De tous ces personnages qui ont été mis en retrait, rien ne se perd vraiment. L'auteur semble bien en prendre conscience avec la bataille de Shinjuku. Et quand bien même notre oublié favori ne refera pas surface, il faut se dire que peut-être on y gagnera quelque chose de bien plus grand. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas tu sais comment ça fonctionne. Un like, un partage, n'hésite pas à commenter et surtout à t'abonner. Bien évidemment si t'as apprécié cette vidéo, je suis persuadé que celle sur la traque mortelle qui est juste ici risque de te plaire. Et en parlant de vidéo, j'ai envie de refaire une pub pour une autre personne. Je l'ai vue tout récemment et elle traite un sujet très intéressant sur Jujutsu Kaisen, que je risque en quelque sorte de traiter dans l'une de mes prochaines vidéos. Si j'écorche pas, le nom de la chaîne c'est Ayman Sherwind et normalement le lien est en description. D'ailleurs, merci pour les 20 000 abonnés. Oui, là j'ai beaucoup de choses à dire en fin de vidéo. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de personnes apprécier mes vidéos, malgré le fait que je me diversifie pas mal ces derniers temps. Mais voilà, on se retrouve pour la prochaine, n'hésitez pas à passer sur Twitch et j'ai toujours pas d'idée d'outro. Au revoir.